Dans l'actualité ce soir, vous les recevrez dans les jours qui viennent. Les premières lettres pour inciter le grand public à la vaccination contre la grippe A sont parties. Près de 6 millions de personnes sont visées dans un premier temps. C'était sans doute une erreur. Pour la première fois, Nicolas Sarkozy reconnaît s'être trompé après la candidature de son fils à la tête de l'EHPAD. Confronté aux divisions, le président de la République écarte un changement de cap et appelle à resserrer les rangs. Un hold-up extravagant à Lyon, on l'a appris il y a 2 heures. Une dizaine de millions d'euros ont été volés sans violence. Le fourgon de transport a disparu avec le chauffeur pendant une livraison. Nous serons en direct sur place. Le rapport annuel du Secours catholique, après 2 années de baisse, le nombre de personnes accueillies est reparti à la hausse en 2008. On verra que les mères célibataires représentent une famille aidée sur 3. L'attentat qui secoue la Grande-Bretagne, 5 soldats engagés en Afghanistan ont été tués par un policier qu'ils avaient eux-mêmes formé. L'armée redoute une infiltration des talibans. Nous irons à Londres. Et puis à 1 mois du Téléthon, nous évoquerons ce tournant présenté comme décisif pour la thérapie génique. Pour la première fois, des médecins sont parvenus à stopper l'évolution d'une maladie du cerveau mortelle sur 3 garçonnets. Explication à la fin de ce journal. Bonsoir et bienvenue à tous. Après les personnels de santé, la campagne générale de vaccination contre la grippe A est donc en train de commencer. 6 millions de personnes sont considérées comme prioritaires. Les courriers sont envoyés depuis hier. 1000 centres vont être ouverts pour ces vaccins. Sophie Mézel, Valérie Lucas. Chaque jour, 250 000 courriers imprimés, mis sous enveloppe et expédiés. Des incitations à se faire vacciner contre la grippe A. Nous sommes à Touflers, près de Roubaix, dans l'une des 4 imprimeries de l'assurance maladie. D'ici la fin de la semaine, 6 millions de ces courriers seront envoyés aux personnes identifiées comme prioritaires par le ministère de la Santé. L'entourage des nourrissons de moins de 6 mois, les professionnels chargés de l'accueil de la petite enfance, les nourrissons de 6 à 23 mois et enfin les personnes de 2 à 64 ans avec facteur de risque, comme par exemple l'asthme. Les femmes enceintes ne font pas partie de cette première liste, car il est préférable pour elles d'attendre l'arrivée des vaccins sans adjuvant. Les personnes munies de leur courrier pourront se rendre à partir du 12 novembre dans l'un des 1000 centres de vaccination prévus, comme ici dans la salle des fêtes de Suresnes, qui organisait cet après-midi une répétition grandeur nature. La campagne de vaccination a démarré pour le personnel hospitalier il y a 15 jours, mais pour l'heure, seulement 10% des personnes concernées se sont présentées. Les réticences sont encore grandes, en dépit de l'optimisme affiché par la ministre de la Santé. En Europe, un pays est confronté à une accélération de la propagation du virus. Il s'agit de l'Ukraine. Une centaine de personnes sont mortes en quelques jours de difficultés respiratoires. Les autorités semblent débordées. Des masques sont distribués dans les rues. Nathalie Sapena. Désinfection des mains et port du masque obligatoire pour les 17 000 supporters de foot qui ont assisté hier au match Dynamo Kiev Inter Milan. Des spectateurs qui ont eu de la chance, car en Ukraine, submergée par la grippe A, tous les rassemblements publics sont interdits pendant 3 semaines. Dans les rues des villes, c'est la Croix-Rouge qui distribue les masques qui commencent à manquer. Ça fait un bon moment que nous n'avons pas changé nos masques. On n'en trouve plus dans les pharmacies. En quelques jours, ce sont plus de 600 000 personnes qui ont été victimes de la grippe et 95 en sont mortes. En Ukraine, l'épidémie se propage à une vitesse inédite et engorge les hôpitaux. Chaque jour, 15 à 20 personnes sont hospitalisées ici pour des pneumonies consécutives à la grippe. Le Premier ministre, Yulia Tymoshenko, a lancé un appel à l'aide internationale. Le pays a besoin de masques, mais aussi de Tamiflu et de respirateurs. La rapidité et la sévérité de la grippe en Ukraine commencent à inquiéter les pays voisins. La politique, pour la première fois, je vous le disais, Nicolas Sarkozy admet que la candidature de son fils à la présidence de l'EHPAD était une erreur. Arrivé à la moitié de son mandat, confronté à la baisse de sa cote dans les sondages, le chef de l'État, qui a reçu plusieurs confrères, annonce qu'il ne changera pas de ligne politique. Il distribue aussi les bons et les mauvais points. Alexandre Cara, Mathias Barois. 2 ans et demi à l'Élysée, c'est tout juste la moitié d'un quinquennat. Un cap souvent difficile dans l'exercice du pouvoir, Nicolas Sarkozy n'y échappe pas. Dissension au sein de la majorité du gouvernement, cote de confiance en baisse. Le chef de l'État se devait de réagir. Pour cela, il a choisi une forme singulière, le ton de la confidence, pour une poignée de journalistes. On comprend bien qu'une voix très proche de l'Élysée, où l'Élysée dit que, on comprend bien que c'est le président. Des confidences qui prennent parfois la forme d'un mea culpa.
Le chef de l'État s'exprime sur la polémique autour de son fils Jean pour en prendre sa part de responsabilité. C'était sans doute une erreur de laisser mon fils se présenter à la présidence de l'EHPAD. Il revient même sur les jours qui ont suivi son élection, là encore avec quelques regrets. Partir en vacances à bord du yacht de l'homme d'affaires Vincent Bolloré après mon élection a été une faute de goût. Au premier rang des sujets abordés, Ramayad. Nicolas Sarkozy semble un peu plus qu'agacé par l'indiscipline de la jeune secrétaire d'État. Ramayad a de la difficulté à s'insérer dans une équipe quelle qu'elle soit. Il y a un moment où il faut travailler en équipe ou alors ce n'est pas possible. Ramayad restera-t-elle au gouvernement? Probablement au moins jusqu'en mars 2010. Le président n'envisage pas de remaniement avant cette date. Après les élections régionales, il y aura une nouvelle étape et vraisemblablement un remaniement, mais il ne concernera pas nécessairement le poste de Premier ministre. Enfin, sur le grand emprunt, Nicolas Sarkozy veut en finir avec la cacophonie dans la majorité. C'est en décembre qu'il en fixera lui-même le montant. Le montant du grand emprunt sera situé entre 25 et 50 milliards d'euros et pas davantage. Au final, des confidences en apparence improvisées, mais qui interviennent, hasard du calendrier, le jour même où François Fillon donne une interview au journal Le Monde. Un télescopage médiatique, pas forcément en faveur du Premier ministre. Oui, François Fillon qui, dans cette interview au journal Le Monde, appelle lui aussi et assez sèchement au respect de la discipline gouvernementale. Il nuance par ailleurs l'ordre de grandeur du futur emprunt. Il parle, lui, de 20 à 30 milliards d'euros. Et puis à noter que le salaire du président de la République a été officiellement donné aujourd'hui à l'occasion d'un rapport parlementaire sur le budget de l'Élysée. Nicolas Sarkozy touche un montant mensuel net de 19 508 euros, très exactement. On en vient à ce hold-up rocambolesque à Lyon. Je vous le disais, on l'a appris en fin d'après-midi, une dizaine de millions d'euros ont été dérobés. Le fourgon de transport a tout simplement disparu pendant un arrêt avec le chauffeur au volant. Bonsoir Benoît Gadret, vous êtes en direct sur place et vous avez des précisions. C'est effectivement une disparition très mystérieuse. Tout a commencé ce matin vers 10 h. 3 convoyeurs de fonds de la société Loomis chargent des fonds dans un dépôt de la Banque de France dans le 7e arrondissement à Lyon. La somme est très importante, elle serait d'environ 11 millions d'euros. Ils opèrent alors une première halte dans un dépôt de la société Transvalt, une filiale de Loomis. 2 convoyeurs descendent du camion, mais à leur retour, surprise, le camion a disparu. On va le retrouver 2 heures plus tard dans cette rue à seulement 1 km du lieu de la disparition. Le camion est vide, le chauffeur a disparu, l'argent également et détail important, le GPS du camion a été déconnecté. Alors ce soir, les enquêteurs de la police judiciaire travaillent sur deux hypothèses qui sont finalement simples. Soit le chauffeur est victime, soit il est l'auteur. S'il est victime, on peut imaginer qu'il a agi sous la menace par exemple sur un proche qui serait retenu en otage. S'il est l'auteur, ce serait alors un vol sans précédent en France. Je vous rappelle la somme, près de 11 millions d'euros. Dernier point important, d'après les syndicats de convoyeurs de fonds que nous avons pu interroger ce soir, normalement, le chauffeur du camion n'a en aucun cas accès au coffre du véhicule. Vous voyez ce soir, David, il y a beaucoup de questions qui se posent à propos de cette mystérieuse disparition. Benoît Gadret à Lyon. Merci Benoît pour toutes ces explications. La parution du rapport annuel du Secours catholique, c'est toujours un thermomètre de l'état de la pauvreté en France. Eh bien, le point important cette fois, c'est qu'après 2 années de baisse, le nombre de personnes accueillies par l'association est reparti à la hausse. Regardez ce chiffre. Elle estime que les situations de pauvreté constatées ont augmenté de 2,3%. Autre point notable, ces difficultés sont aussi liées à l'évolution des comportements et des modes de vie. Ainsi, les femmes célibataires avec des enfants représentent maintenant 1/3 des familles concernées. Jiane Benzima, Alexis Jacquet. Muriel et Olivia, 2 sœurs, 2 mères célibataires. Pour qui faire les courses, c'est d'abord une séance de calcul mental. Ceux-là, c'est 1,47, ça doit être les... Quand on a payé tout ce qu'on a payé, l'alimentaire, ça devient vraiment pas un luxe, mais quelquefois, c'est quand même compliqué, quoi. Il faut absolument regarder les prix. Moi, j'étudie toutes les pubs et suivant les pubs, je vais tel ou tel magasin. Elles habitent cette cité d'Épernay. Sans emploi depuis 1 an, Muriel bénéficie des allocations chômage. Sa sœur Olivia, elle, est agent hospitalier, seule avec 2 enfants. 1 400 € de salaire et aucune aide, il ne lui reste que 300 € pour vivre. Olivia a dû s'inscrire au secours populaire. Ça met un petit coup quand même, on se dit, malgré qu'on travaille, on est obligé de... C'est un peu dommage quoi, d'en arriver là, mais
Difficile de passer la porte du secours populaire, mais c'est là que les deux sœurs retrouvent leurs semblables. Femmes célibataires, chefs de famille, elles sont le nouveau visage de la pauvreté, première victime de la précarisation de l'emploi. Patricia, elle aussi a un travail. Cette année encore, elle ne s'accorde aucun extra avec ses enfants. J'aimerais bien un jour leur faire plaisir. Vous voyez, partir par exemple en vacances. Moi, cette année, je suis partie avec le secours populaire, avec mes enfants. Pour moi, c'était 4 jours, mais c'était immonde pour moi. Parce que je suis jamais partie avec eux, jamais. Il vous reste 114 €. Des situations précaires, comme en recense le baromètre de la pauvreté du Secours catholique, le revenu moyen des personnes accueillies n'est que de 590 € par mois. Autre titre de l'actualité, la guerre du tabac est peut-être relancée. 2 ans après la nouvelle loi, une association de défense des non-fumeurs lance une procédure en justice contre plusieurs cafés et restaurants pour faire préciser la règle. Elle estime que trop souvent, les fumeurs sont admis dans des terrasses bâchées ou fermées. Les restaurateurs se défendent. Valérie Gaget, Vincent Bouffartigue. Alors là, vous avez une terrasse détachée, une contre-terrasse, bâchée, ouverte. Là, vous avez la terrasse contre le mur, la façade du restaurant, avec ouverture au-dessus, aérée. Ce patron pensait être en règle. Il est pourtant assigné en justice avec une dizaine de ses confrères pour non-respect de la loi anti-tabac. Pour autoriser ses clients à fumer en terrasse, il faudrait soit supprimer le toit, ici c'est stores verts, soit ouvrir entièrement la façade principale, au risque de perdre les plus frileux. Il faut que fumer reste un plaisir. Si c'est pour aller se geler dehors, c'est pas un plaisir, donc autant pas fumer. Quand c'est trop pas assez aéré, que je sens des cigarettes, ben je vais en intérieur. Pour garder ses habitués en temps de crise, ce restaurateur italien avoue quelques petits arrangements avec la loi. Les soirs, quand il n'y a plus personne en terrasse, par exemple, je profite pour lui faire un petit cigarette. Parce que je trouve que voilà, quand même, il faut être flexible. Ces dérives déplaisent fortement à l'association Droit des non-fumeurs. Selon elle, l'air est en moyenne 3 fois plus pollué dans les établissements qui ont une terrasse fumeur que dans ceux qui n'en ont pas. Vous avez à l'intérieur de l'établissement une obligation d'aération et de ventilation. Ça crée donc un flux et toute la fumée qui est sur la terrasse revient vers l'intérieur. L'association veut dissuader les professionnels qui seraient tentés de contourner la loi en passant par la terrasse. Devant la justice, les contrevenants encourent jusqu'à 750 € d'amende. L'éducation, c'était aujourd'hui la rentrée des classes après les vacances de la Toussaint. Vous vous souvenez sans doute, il y a 6 mois, l'intrusion d'une bande dans un lycée de Gagny qui avait fait 12 blessés avait provoqué une vive émotion. Eh bien, depuis, le ministère a créé des équipes mobiles de sécurité. C'est un nouveau dispositif. À terme, chaque rectorat aura la sienne. La première est entrée officiellement en action en Seine-Saint-Denis. Reportage Mallory Aounou, David Fossard. Les élèves les ont déjà surnommés les hommes verts. EMS, pour équipe mobile chargée de sécuriser les établissements. Pour cela, les élèves restent la meilleure source d'information. C'est où les bâtons? Ça se passe où? Ça se passe dans le collège. Et à quel moment? C'est la récré ou c'est... C'est quoi l'intérêt? C'est pour s'amuser. C'est pas mieux d'aller faire un foot ou... Sur ce parvis, des rivalités amoureuses ont dégénéré la semaine précédente, d'où la présence de l'EMS qui tient à se distinguer des hommes en bleu. On n'est pas non plus les forces de l'ordre, donc effectivement en tant qu'adulte ou en tant que personne responsable, on va intervenir sur si c'est un petit conflit entre deux élèves. On prend plus contact avec eux, on essaie de parler avec eux, savoir déjà ce qui s'est passé, connaître la genèse et en fonction de ça, on s'adapte. Un talkie-walkie, mais pas d'armes. Avant de pousser la porte de l'éducation nationale, ces 5 équipiers ont été gardiens, éducateurs sportifs ou encore emplois jeunes dans la gendarmerie. Désormais, ils se présentent comme des médiateurs. Première prise de contact dans ce collège de Drancy, Madame le principal organise la visite. Voilà, donc problème de fugue d'élèves par ici. Les intrusions l'année dernière, nous en avons eu 3, avec des vitres qui ont été brisées tout le long. Intrusion par là donc. Oui, avec des gros pavés. Identifier les failles, convaincre de l'utilité de leur mission. Ils n'interviendront en effet que si le chef d'établissement le demande. Pour l'instant, l'accueil semble positif. J'ai cru comprendre que l'objectif était effectivement de pouvoir assurer une médiation, d'avoir du temps d'écoute, du temps d'échange, et c'est ça dont ont besoin nos élèves. Rendez-vous est pris. Ici, ils envisagent d'animer des ateliers contre le racket ou les jeux dangereux. L'équipe couvre 6 communes, 39 établissements. 3e visite de la journée, ce principal l'a sollicité après une agression née d'une rivalité entre bandes.
C'est tout simplement une rumeur d'un petit frère qui aurait été tapé par un de nos jeunes. Et donc le grand frère est venu pour régler l'histoire et d'autres élèves se sont mis ils étaient à 3 sur mon élève, quoi. Tous redoutent désormais des représailles. Les agents se posteront donc quelques jours à la sortie. Si besoin, 5 autres membres de l'EMS, professeurs, psychologues, peuvent aussi rester plusieurs semaines et prendre en charge les élèves difficiles. Les rectorats prévoient de recruter 500 personnes d'ici à la fin de l'année. L'actualité à l'étranger avec d'abord cet attentat en Afghanistan qui secoue la Grande-Bretagne. 5 soldats ont été tués par un policier, mais ce qui retient l'attention, c'est que cet homme avait été formé par les Britanniques eux-mêmes. On évoque donc l'hypothèse d'une infiltration des forces de l'ordre par les talibans. La presse anglaise demande un débat national. On reparle de retrait des troupes. À Londres, Jacques Cardos, Stéphane Guillemot. La question n'est plus taboue et fait désormais la une. Est-ce l'heure de partir? Jamais la presse n'avait été à ce point écœurée. La plus populaire appelle même à la vengeance. La plus mesurée se demande si cette guerre a encore un sens. Hier, 5 soldats sont tombés sous le feu d'un policier afghan qu'ils avaient formé durant 3 ans et qui a agi pour le compte des talibans. Tués alors qu'ils étaient au repos en train de prendre le thé à l'intérieur du camp, sans gilet pare-balles donc. On ne peut pas continuer à dire « on restera tant qu'il le faudra ». C'est une pilule que la population ne peut plus avaler. Un pays las de voir toujours et encore ces mêmes images. Les cercueils qui se succèdent, les familles éplorées. Aujourd'hui, pas moins de 3 hommages étaient rendus, ici en Angleterre, là en Écosse, pour un autre soldat mort au combat, ou encore devant l'abbaye de Westminster avec le prince Philippe, chef du régiment dont sont issus les soldats morts hier. Ici prend place chaque année un mémorial pour tous les militaires perdus par la Grande-Bretagne depuis 100 ans. Cette année, des photos ont été ajoutées pour les 230 victimes d'Afghanistan. Je ne veux pas la guerre, c'est horrible. Je suis sûre qu'il y a une autre voie. Depuis cet été, l'opinion publique a basculé et ne soutient plus la présence militaire britannique en Afghanistan. En bref, une saisie d'armes record présentée par Israël comme une pièce à conviction, des armes qui provenaient de l'Iran et qui étaient destinées au Hezbollah. La cargaison se chiffre en centaines de tonnes. Pour l'instant, Téhéran, tout comme le Hezbollah, a démenti tout lien avec cette affaire. Les préparatifs du 20e anniversaire de la chute du mur de Berlin, les autorités ont commencé à installer ces dominos géants réalisés par des artistes du monde entier à l'endroit même où se trouvait le mur et qui tomberont en cascade le jour J. Ce soir, nous évoquons à cette occasion ce qui reste la clé de la chute du rideau de fer. Un homme avait le pouvoir de dire oui ou de dire non. Il s'agit de Mikhaïl Gorbatchev, le maître du Kremlin à l'époque. Pourquoi et comment a-t-il décidé de laisser faire? A-t-il subi ou maîtrisé les événements? Jérôme Bonny, Pascal Stelletta. Ce jour-là, les Berlinois de l'Ouest boivent les paroles du président Reagan. Monsieur Gorbatchev, ouvrez cette porte. Lance-t-il devant la porte de Brandebourg. Monsieur Gorbatchev, détruisez ce mur. À l'époque, cette injonction, formulée à quelques mètres de la très militaire République démocratique d'Allemagne, semble incongrue aux yeux de l'opinion internationale. Pourtant, Reagan a raison. C'est à Moscou que se joue le sort de l'Allemagne. Il est entre les mains du bouillonnant Mikhaïl Gorbatchev qui a décidé de réformer l'Empire. Gorbatchev a été choqué par l'écrasement sanglant des révoltes de Budapest en 1956 et de Prague en 1968. Il veut tourner la page du règne de la force militaire. Dès les obsèques de son prédécesseur, Tchernenko, Gorbatchev met les choses au point avec les dirigeants des pays du bloc soviétique, le Polonais Jaruzelski et les autres. J'ai dit à tous ceux qui étaient présents, je vous confirme que vous êtes indépendants. Nous respecterons votre volonté. Vous devez mener votre propre politique. Vous en êtes responsable. Nous n'allons pas nous ingérer dans vos affaires, mais nous continuerons à vous fournir pétrole et gaz. Et nous avons agi ainsi jusqu'au bout. C'est ce que l'on appelle à l'époque la doctrine Sinatra, à cause de la chanson. My way, chacun à sa façon. Et cela s'adresse plus particulièrement aux plus intransigeants des dirigeants de l'Est, l'Allemand Erich Honecker. Il l'a rendu encore plus clair à Honecker. On était
89 en lui signalant que de toute façon, Honecker ne devait pas compter sur l'intervention de l'Union soviétique, surtout l'intervention militaire, au cas d'une crise éventuelle. Quelques mois plus tard, c'est en pleine crise qu'Honecker accueille Gorbatchev à Berlin. Entre les deux hommes, c'est le baiser de Judas. Gorbatchev n'est plus le grand frère. Les festivités des 40 ans de la RDA se transforment en manif anti-gouvernementale. Gorbi, Gorbi, crient les Allemands de l'Est qui ont surmonté leur peur. Beaucoup de caciques à la tribune officielle savent que c'est la fin et Gorbatchev ne fera rien. Nous avions des troupes partout. 350 000 hommes en Allemagne, des garnisons de 100 000, 120 000 hommes, un peu partout. Aurais-je dû les faire intervenir? Il est certain qu'on aurait eu alors une troisième guerre mondiale. Un mois plus tard, les successeurs d'Honecker ouvrent le mur. Ils ont bien fait, lâche Gorbatchev, quand il reçoit le coup de fil de son ambassadeur à Berlin. La chute du mur a été semblable à celle d'un grand arbre qui s'effondre soudainement parce que son tronc est pourri. Ce pouvoir était épuisé. En décembre 89, il rencontre le président Bush à Malte. Nous ne sommes plus ennemis, se disent-ils. La guerre froide est terminée. Mais l'année suivante, c'est l'Union soviétique qui s'effondre. Mikhail Gorbatchev a été dépassé par les événements. Il a échoué dans son projet de réformer le régime pour le sauver. Et ne manquez pas ce soir le documentaire de Stéphane Paoli, Gorbatchev, Védrine, une histoire inédite du mur. C'est à suivre à partir de 22h55. Vous y entendrez l'intégralité de cet entretien avec l'ancien numéro 1 soviétique. Notez aussi que nous serons en direct lundi à 20h à Berlin pour un journal spécial qui fera suite à une édition entièrement dédiée à cet anniversaire. Retour en France, ils ont choisi de prendre le risque de choquer les deux parents d'une jeune femme de 32 ans lourdement handicapée, qui ne parle pas, qui ne marche pas, qui ne peut pas s'alimenter, ont décidé de lancer un site où sa vie sera filmée et diffusée en temps réel sur Internet. Ils indiquent vouloir changer le regard sur un monde qui reste caché. Florence Bouquilla, Thierry Breton. Anne est née très lourdement handicapée il y a 32 ans. Seule, elle ne peut absolument rien faire, pas même se retourner dans son lit. Elle a toujours vécu avec ses parents, des parents qui l'ont choyée et ont choisi de la rendre visible bientôt dans le monde entier à l'aide d'une webcam. La caméra webcam IP qui permettra de voir Anne sera installée sur le montant supérieur de son lit et aura un champ de vision sur son monde exclusivement. Sans entrer dans son intimité. Pas question, par exemple, de laisser la caméra tourner quand Anne fait sa toilette, mais l'exposer sur le net, n'est-ce pas déjà violer son intimité? Il n'y a absolument pas atteinte à sa dignité, bien au contraire, c'est pour faire reconnaître Anne en tant que personne à part entière. Et c'est uniquement dans ce but-là. Et de cette façon, les gens viendront à elle, puisqu'elle ne peut pas aller à eux. L'écrivain Jean-Louis Fournier est aussi père d'enfants handicapés. Dans un livre, il raconte à quoi ressemble le quotidien d'une famille comme la sienne. Il se dit très choqué par l'initiative des parents d'Anne. Quelles vont être les motivations des gens qui vont regarder ça? Vous croyez que c'est l'intérêt pour le monde du handicap? On le sait bien que les handicapés existent, hein. Faut pas exagérer, on dit on les cache, on les cache. C'est pas le fait de voir la gamine, qu'est-ce que ça va faire avancer? Ça ne va pas faire avancer plus les choses. On va avoir de la sympathie, de la compassion, et alors? Comprendre les handicapés, c'est pas les regarder comme ça à travers le trou de la serrure. Le trou de la serrure ou l'ordinateur voyeur, ses parents ne se sentent pas concernés par ces craintes. Eux espèrent seulement, grâce à la caméra, partager l'amour qu'ils ont pour leur fille. Il est 20h22, restez avec nous. À suivre, la déshumanisation du monde. Pompes automatiques, caisses sans caissière, vente sur Internet. Quel quotidien nous réserve la robotisation? C'est le dossier de cette édition. Ils sont souvent prudents. Cette fois, ils parlent de tournants décisifs. Des médecins français ont réalisé une avancée majeure en matière de thérapie génique. Et puis Raymond Domenech a dévoilé ses choix pour le match de barrage contre l'Irlande en vue de la Coupe du Monde. C'est du football. Ce sera sans Vieira, mais avec le Lyonnais Sissoko.
D'abord donc, imaginez un monde où pour acheter un ticket de transport, vous seriez face à un guichet automatique, ou pour faire vos courses, vous seriez confronté à des tapis roulants automatiques, où les opératrices de téléphone ne seraient plus que des voix synthétiques. Eh bien, ce monde, c'est déjà en partie celui d'aujourd'hui. La robotisation progresse un peu plus chaque jour. Alors faut-il se réjouir de la disparition de ces tâches souvent répétitives ou déplorer la déshumanisation? C'est le dossier de cette édition. Il est signé Julien Beaumont, Jean-François Bramard. Première étape de la journée, faire le plein. On commence ici à la station-service, plus de pompistes. Autre possibilité, acheter à n'importe quelle heure de la journée un sandwich ou une boisson et là, pas de caissière. Sans oublier bien sûr le distributeur de billets qui permet aussi de recharger son téléphone portable ou de déposer des chèques 24 heures sur 24. Dans le même ordre d'idées, il y a bien sûr les péages, mais aussi la location de vélos. On trouve encore les caissières automatiques dans les supermarchés. Il existe même des distributeurs de frites ou encore de lait frais. Et ce n'est pas fini. Nous sommes à Marseille, à 2 pas du Vieux-Port. Patricia Pellegrini est venue visiter l'un des tout derniers concepts lancés en France. Bonjour, comment allez-vous? Ça va bien, et vous? Ça va pas mal. Donc je voulais faire un petit point sur l'ouverture du magasin. Distributeur de boissons bien sûr, mais aussi de petits plats comme ces pâtes que l'on peut réchauffer sur place. Un magasin tout automatique. Au début, on est un petit peu, pas réfractaire, mais un petit peu interloqué parce que c'est une machine. Mais je pense qu'on va s'habituer et qu'on s'est déjà habitué et qu'on risque de s'habituer encore plus. 70 000 € d'investissement, des machines italiennes très demandées en ce moment. On a en moyenne 5 à 10 candidats jour qui demandent des informations sur le concept. Un magasin et de grands espoirs. Connaître le même succès, pourquoi pas, que les distributeurs automatiques de billets. Dans les grandes villes, ils sont plébiscités. Un titre de transport sur 3 en moyenne est vendu ici. J'adore le contact de la source humaine, mais le guichet, c'est une demi-heure de queue. Non, là, c'est bien. C'est quand même pratique, moi, je trouve, oui. Des machines qui peuvent exclure ceux qui ne savent pas lire, ceux qui n'ont pas de carte de paiement, ceux qui veulent parler à quelqu'un, ou tout simplement ceux qui ne rentrent pas dans les cases. La borne automatique ne m'a pas donné le ticket pour le chien. Donc je dois attendre pour payer le forfait pour mon chien. Tout simplement, je ne sais pas m'en servir. Puis je n'ai pas de carte bancaire. Alors c'est un peu difficile, non? Moi, sincèrement, pour vous dire la vérité, je ne l'utilise jamais. Pourquoi? Je viens toujours à un jour ou 48 heures avant et je prends mon billet tranquillement. Même s'il y a du monde, le contact humain est plus important. Vivre avec des automates, Delphine de Vigan, romancière comme nous tous, en a fait l'expérience. Elle aussi connaît parfois des problèmes de connexion à Internet, une source d'inspiration. À un moment, son personnage est confronté à un serveur vocal. Pour parler à quelqu'un, une vraie personne avec une vraie voix, susceptible d'apporter une vraie réponse, il faut échapper au menu. Ne pas céder aux propositions, résister. Ne taper ni 1, ni 2, ni 3. C'est une société qui devient malgré tout très anonyme, à la fois où on peut être sans doute repéré et identifié tout le temps, et où en même temps on n'est plus tout à fait une personne. Il y a à la fois tous les services que ça nous rend indéniablement, et à la fois une forme de déshumanisation. Un monde déshumanisé en pleine mutation. Exemple avec les loueurs automatiques de vidéos. 10 ans après leur lancement, ils sont aujourd'hui dépassés. Avec Internet, on peut maintenant louer un film sans même sortir de chez soi. En bref, les premières neiges, on n'a pas encore inventé la machine à faire les batailles de boules de neige, peut-être que ça ne saurait tarder. Elles sont tombées en tout cas au-dessus de 1200 mètres dans les Pyrénées, ici à Gourette. L'ouverture des pistes est déjà prévue, ce sera dans 3 semaines. Et voici déjà les illuminations de Noël dans les grands magasins. Coup d'envoi ici à Paris, sur les grands boulevards, par l'actrice Elsa Zilberstein, image signée Marie Cazot. On en vient à la santé avec cette avancée, je vous le disais, présentée comme déterminante pour les thérapies géniques. Pour la première fois, des médecins français sont parvenus à stopper l'évolution d'une maladie du système nerveux, une maladie mortelle qui touche les garçons. Explication Jean-Daniel Flezaquier, Abdelzouiwesh. Angel vient sans doute de remporter le match de sa vie grâce à Ella, l'association parrainée par Zinedine Zidane, et grâce aussi au don du Téléthon. Une victoire qu'il partage avec 2 autres garçons dont Andrés. Andrés, le voilà, il est un peu chez lui dans cet hôpital parisien. Il y vient souvent depuis Séville en Espagne. C'est le 3e enfant au monde à avoir bénéficié d'un tout nouveau traitement pour une maladie rare, l'adrénoleucodystrophie. Une maladie au pronostic fatal. Pour Andrés, la maladie avait commencé de façon un peu bizarre. La pigmentation de sa peau avait changé et il avait le pourtour des lèvres marron.
En radiographiant le cerveau de l'enfant, les médecins espagnols avaient alors identifié la pathologie. Dans cette maladie, des cellules chargées de l'entretien du cerveau sont en panne à cause d'un gène défaillant. Des graisses s'accumulent, provoquant la destruction de la gaine de myéline qui protège le nerf. Mis à vif, ces nerfs se détruisent, entraînant des lésions irréversibles, représentées ici par l'extension de ces zones blanches. Le seul espoir actuellement, c'est de tenter une greffe de moelle osseuse. Mais grâce à une équipe de chercheurs français, l'avenir d'Andrés et d'Angèle s'est éclairci. On a pu leur apporter un gène tout neuf. Pour cela, on a utilisé les propres cellules souches sanguines de chaque petit malade. Grâce à une forme de virus du sida rendu inoffensif, on y a introduit le gène nouveau. Après transfusion, les cellules souches ont fabriqué de nouvelles cellules nettoyeuses qui ont permis de bloquer l'extension de la maladie, comme on peut le constater sur ces IRM. On ne leur avait pas proposé ce traitement. Aujourd'hui, dans la mesure où ils n'avaient pas de donneur ou de sang de cordon pour faire la greffe, ils auraient perdu la vision, la marche, la capacité de communiquer. Ils seraient au stade tout terminal de la maladie, déjà aujourd'hui, avec un risque malheureusement de décéder dans les mois ou dans les 2 ou 3 années qui suivent. Andrés est retourné en classe. Et ce qui lui plaît le plus à l'école, c'est... jouer. La meilleure preuve qu'il va bien. Et le Téléthon, c'est dans un mois sur France Télévisions. La suite des prix littéraires, le Médicis a été attribué hier au Canadien d'origine haïtienne Dany Laferrière pour son roman L'énigme du retour chez Grasset. Et à ce sujet, voici le résultat de la question de la semaine posée lundi. Les prix littéraires vous influencent-ils dans vos choix en librairie? Eh bien, c'est oui, très largement. 83,9%. Vous avez été plus de 37 000 à nous répondre. Merci à tous. La mort du comédien Christian Barbier, il était pour beaucoup de téléspectateurs la vedette d'un des grands feuilletons des années 60 et 70. L'homme du Picardie, il y incarnait ce batelier bourru et attachant avec une musique de générique restée célèbre elle aussi. Il avait également tourné dans une trentaine de films. Christian Barbier avait 85 ans. C'est une des révélations de la chanson française de ces dernières années. Renan Luce sort son 2e disque. Il est apprécié par les plus jeunes, mais pas seulement. Christophe Hérault, Didier Dahan. Son premier album a fait un tabac, 2 victoires de la musique, 200 000 spectateurs croisés en tournée. Mais voici le temps du 2e album, il n'a guère changé. Il roule en scooter, guitare en bandoulière. Tu pourras mettre au ralenti ça? À 28 ans, un air d'éternel étudiant, de garçon sage et espiègle. C'est d'abord sa frimousse, avant de voir son pouce, qui m'a fait ralentir. Pour comprendre son univers, imaginons les après-midi à Plourin-les-Morlaix, Finistère Nord, là où grandit le jeune Renan Luce. Voilà, j'ai des souvenirs tous les dimanches matins de mon père qui traînait. Alors, voilà, si aujourd'hui j'ai une certaine nostalgie de cette période-là, je l'associe à un chanteur et donc c'est des choses qui ne sont pas encore éloignées de moi et donc je renie pas du tout. Dans cet album, il y a une chanson appelée « Aux timides anonymes », un hommage qui pourrait bien être une confession. Ça suit sur nos bobines, sauf quand l'hémoglobine. C'est plus une déclaration d'amour en fait aux timides. C'est un trait de caractère que j'aime beaucoup chez les gens. Je trouve ça souvent très touchant et voilà. J'aime bien les gens qui se mettent un petit peu de côté, qui regardent. On sent que ça bouillonne à l'intérieur. Il a un air de premier de la classe, alors on lui a confié la chanson du petit Nicolas. Car c'est vrai, il y a du sans-paix chez lui, même poésie, même absurdité délicate, et un artiste qui se cache derrière ses petites histoires. Du football avec des clubs français décidément à la fête en Ligue des Champions. Après Bordeaux, c'est Lyon qui se qualifie dès la 4e journée grâce à un nul face à Liverpool. Les Anglais avaient ouvert le score grâce à la frappe de balle de Babel, à l'arraché, à la volonté. Lyon a égalisé ici à la 90e minute avec Lisandro Lopez. Et puis on l'attendait, Raymond Domenech a dévoilé la liste des joueurs retenus en équipe de France pour les matchs aller et retour, décisifs face à l'Irlande en vue de la Coupe du Monde 2010. Vous notez qu'il a aussi présenté le maillot des Bleus à cette occasion. À noter l'absence de Patrick Vieira et la première sélection du Lyonnais Ali Sissoko. On écoute Raymond Domenech. La réactivité des supporters français pour avoir des places pour le match retour nous a fait plaisir à tous parce qu'on sent qu'il n'y a pas que quelques personnes ou l'équipe de France qui est intéressée par cette qualification, c'est la France entière qui est derrière son équipe.
Voilà, Raymond Domenech de bonne humeur. Avant de refermer ce journal, je vous en rappelle l'un des principaux titres, ce hold-up extravagant à Lyon ce matin. 11 millions d'euros ont été volés sans violence. Le fourgon de transport a tout simplement disparu avec le chauffeur au volant pendant une livraison. C'est la plus grosse somme jamais volée dans un fourgon de transport de fonds. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite la météo, Laurent Romeshko. Un peu de soleil, un tout petit peu dans l'eau froide. 20h35 envoyé spécial avec Guylaine Chenu et Françoise Joly. Demain 13h Sophie Le Saint. 20h Marie Drucker. Très bonne soirée. L'info en continu, c'est aussi sur France2.fr.